messieurs, bonjour. Comme vous le constatez, je n'ai plus de voix. Ça va vous obliger à écouter. On va commencer, je demande au bureau du réseau de monter sur scène, s'il vous plaît. Merci. Et puis, à l'ensemble du bureau, c'est bien ce que j'ai dit. Nicole, faut monter sur scène. Michel, faut monter sur scène. Florence. Voilà. Et nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Christophe Combes, ministre des Solidarités. Comme vous voulez. Alors je laisse les derniers s'installer et je commence dès que vous me faites signe. C'est bon. Parfait. Écoutez, monsieur le président, cher Thomas Dudebout, madame la vice-présidente, chère Kéra Capdepont, voilà, bonjour, monsieur le délégué général, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, bienvenue ici au ministère de toutes les solidarités. Vous êtes au ministère de la Prévention, de la Santé, de l'Autonomie, des personnes handicapées, au ministère des Familles, des Enfants et de toutes celles et tous ceux qui en prennent soin. Bref, un ministère de l'humain, des vulnérabilités et du vivre ensemble. C'est donc le ministère le plus important du moment car il est à la croisée de tous les enjeux de court et de long terme. Le court terme, bien évidemment, c'est la crise sanitaire, c'est l'inflation et les mesures que nous prenons au niveau de l'État comme de vos communes, pour protéger les plus fragiles. Le long terme, ce sont les grandes transitions que nous préparons ensemble. Je pense à la transition démographique du vieillissement, qui nous rassemble aujourd'hui, mais aussi aux grandes transitions écologiques, numériques et économiques, qui impactent directement le quotidien des villes. Dans cette période incertaine, fragilisante pour les plus fragiles, exigeante pour celles et ceux qui en prennent soin, nous avons besoin de ces temps d'échange et de reconnaissance. Je souhaite que toutes celles et tous ceux qui ont pris place dans cette salle Larocque puissent trouver dans cette journée du souffle et du sens pour repartir avec l'énergie dont nous avons besoin pour servir nos concitoyens. Nous sommes toutes et tous issus de pays différents, de partis différents, de professions différentes, de territoires différents. Nous avons nos sensibilités, nos idées qui parfois divergent, mais nous sommes rassemblés autour d'une idée simple, puisque nous savons que les aînés sont une chance pour la société dans son ensemble, et c'est au territoire de s'adapter pour en relever le potentiel. Je suis donc très heureux, à la suite de mes prédécesseurs, de saluer cette belle démarche des villes amies des aînés, cette dynamique de réseau mondial et ce choix depuis 2012 d'animer un réseau francophone. Je parlais il y a un instant de reconnaissance. Je crois que le label que vous portez est un très bon outil pour garantir et valoriser la qualité des politiques publiques locales, mais aussi pour accompagner l'innovation et associer les personnes âgées elles-mêmes à la définition de ces politiques. Le rôle des communes est essentiel, ce fameux dernier kilomètre des politiques publiques dont tout le monde parle. Alors de mon passage à la Croix-Rouge, je garde la conviction que les solutions viendront de coalitions d'acteurs de territoire, de la rencontre entre l'État, les collectivités, les associations, les entreprises et les citoyens eux-mêmes. Qu'il n'y a pas de solution miracle,
et que c'est une myriade d'expérimentations, d'innovations et de dynamiques qui dessineront les grandes transitions que j'évoquais. Au fond, avec beaucoup d'humilité, je dirais que vous avez posé, avant le gouvernement, la philosophie du Conseil national de la refondation, nous en avons discuté ce matin, que nous avons lancé avec le président de la République. Et je vous remercie sincèrement pour votre engagement dans cette dynamique. Je compte sur vous, je vous le redis, vous avez toute votre place au sein du Conseil national de la refondation, et à chaque fois que j'aurai l'occasion d'aller sur un territoire, je le ferai, je l'espère, avec vous. J'y retrouve cette même approche du bien vieillir qui passera par la mobilisation de la société dans son ensemble, par le dépassement du seul prisme sanitaire et médico-social. C'est une vraie conviction de ma part, car nous devons parler logement, urbanisme, sport ou numérique. Par les liens que nous faisons entre l'adaptation de la société, le développement du lien social et la pleine citoyenneté de nos aînés, alors que l'isolement social est un scandale et un danger pour celles et ceux qui en sont victimes. Par la place que nous donnons aux proches aidants et aux métiers du grand âge, sans l'engagement desquels nous ne relèverons pas ces enjeux. Par l'importance que je souhaite donner à la lutte contre toutes les formes de maltraitance pour garantir la confiance et le sens que nous mettons dans l'accompagnement. Votre réseau nous montre la voie, celle du pragmatisme, de co-construction des solutions, de l'expérimentation et du partage des bonnes pratiques et des innovations. C'est le sens de ce Conseil national de la refondation auquel je vous invite, encore une fois, à vous joindre. J'étais il y a quelques jours chez moi dans la Marne, à Châlons-en-Champagne, la semaine dernière à Lille, et dans quelques jours en Bretagne, car il n'y a pas de bonne politique qui se décide sans les collectivités, sans les associations et sans les citoyens eux-mêmes. Pour conclure, permettez-moi de féliciter tous les lauréats du concours et d'avoir une pensée pour ma prédécesseur, Brigitte Bourguignon, qui a créé le Fonds d'appui pour les territoires innovants seniors. C'est un outil concret qui permet d'appuyer financièrement les projets de territoire pour accélérer la transition démographique. Je crois profondément à cette logique partenariale dont j'ai bien mesuré toute la force dans mes précédentes fonctions et je remercie la CNSA pour son engagement à nos côtés. Bravo à toutes et à tous, à celles et ceux qui ont organisé cette journée que je suis fier d'accueillir, aux villes qui ont déjà le label et à celles qui l'auront bientôt, car c'est tous ensemble que nous réussirons à faire de la France un pays ami des aînés. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup et je vous prie de m'excuser, je ne peux pas rester plus longtemps avec vous, mais on s'est vu ce matin pour pouvoir échanger. Je vous souhaite vraiment une très bonne journée. Merci, Monsieur le Président. Merci, au plaisir. Puisqu'il n'a pas encore parfaitement quitté la salle, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les partenaires, Mesdames et Messieurs les agents, les techniciens des collectivités. Quand bien même Monsieur le Ministre vient de partir, je tiens sincèrement à le remercier de nous accueillir aujourd'hui au ministère. Et puis, en même temps, le remercier, parce que vous l'avez compris, on a pu aussi avoir un moment un petit peu plus privilégié où on pouvait vraiment se poser ce matin autour d'un petit déjeuner avec l'ensemble des membres du bureau. Et c'était important que de pouvoir le faire. Donc vous le savez, le réseau francophone Ville Amie des aînés, ou peut-être que vous ne le savez pas, mais aujourd'hui c'est près de 250 collectivités, 250 adhérents. 250 adhérents qui ont décidé, en s'appuyant sur notre association, de développer une véritable politique de l'âge, d'anticiper les enjeux de la longévité, d'accompagner le vieillissement de la population et donc d'adapter et d'aménager leur territoire pour cela. 250 collectivités et de tout type. Évidemment, majoritairement, parce que c'est l'histoire de notre réseau, les communes. Mais les communes, aussi bien les métropoles que les communes rurales, qu'une ville moyenne. D'autres collectivités, les intercommunalités, les départements, les régions. Et puis après, tout le réseau partenarial, le monde associatif, les gérontopoles, le monde institutionnel, toutes celles et ceux qui nous permettent d'être ce que l'on est aujourd'hui. Et
ce qui est un petit peu notre ADN, et Monsieur le ministre le rappelait très justement, c'est de ne pas se contenter d'une approche purement médico-sociale quand on parle des seniors. En gros, de façon peut-être très caricaturale, c'est quand on est une personne âgée, soit on est malade, soit on est isolé. Donc si on est malade, on est un poids pour la société. Si on est isolé, c'est encore pire, on n'est même pas dans la société. L'idée du réseau, c'est bien de s'inscrire dans la transversalité de l'ensemble des thématiques qui peuvent être portées par des territoires et qu'on ne s'interdise de rien. C'est pour ça qu'on peut parler des questions d'habitat, qu'on peut parler des questions des aménagements d'espaces extérieurs, des bâtiments, qu'on peut parler de la culture, qu'on peut parler du sport, des loisirs, qu'on peut parler de l'emploi, qu'on peut parler de la santé. Et la liste, elle est évidemment non exhaustive. L'idée, c'est que chacun puisse se saisir des thématiques qui lui sont chères. En tout cas, quel que soit le sujet, on revient toujours à la même chose, c'est comment on s'adapte à un contexte démographique, je ne vais pas dire qui nous dépasse, mais qui en tout cas est une réalité aujourd'hui et qui ne va faire que croître dans les années à venir. Messieurs, dames, en juillet dernier, on était pour notre 10e congrès, notre 10e anniversaire à Dijon. À Dijon, où le conseil d'administration a décidé de me faire, mais de nous faire confiance pour présider le réseau francophone. Déjà, je remercie les collègues du conseil d'administration pour leur confiance. Mais je voudrais quand même avoir un mot pour celui qui a été notre président fondateur, c'est François Rebsamen, qui, avec ses 10 années de présidence, a fait du réseau ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire 250 adhérents, et puis aussi une reconnaissance, une légitimité inscrite largement au niveau national. Et Monsieur le ministre le rappelait quand il évoquait le travail qui avait été mené avec sa prédécesseur sur le fonds d'appui. Donc je tiens vraiment à le féliciter, à le remercier, parce que c'est très confortable aussi pour nous que de se retrouver dans cette situation. Et bien sûr, si je parle de François Rebsamen, je ferai une grave erreur que de ne pas citer Pierre-Olivier Lefebvre, qui ne pourra pas énormément s'exprimer, mais il va faire de son mieux. Mais c'est toujours difficile de ne pas avoir quelques mots de Pierre-Olivier, donc vous en faites pas, il va se contraindre, il va lutter contre la nature et sa nature, donc il arrivera quand même à animer un petit peu aujourd'hui. Mais voilà, le tandem, le binôme, vous l'appelez comme vous voulez, qu'il a formé avec François, nous permet aujourd'hui d'être ce que l'on est, et donc je tiens évidemment à le remercier. Et donc, Monsieur le ministre évoquait la question du Conseil national de la refondation. Je voudrais quand même vous en dire quelques mots, puisque nous étions présents au lancement de ce Conseil national. Le Conseil national de la refondation, il va s'appuyer sur trois thématiques, trois axes forts que le ministre a souhaité porter. La première thématique, c'est d'adapter la société, plutôt parler vraiment de la question de l'aménagement du territoire au vieillissement. La deuxième thématique, c'est celui de promouvoir la citoyenneté et le lien social. Et la troisième thématique, c'est la valorisation des métiers liés à l'âge. On a pu passer le message ce matin, et je pense que nous avons été entendus. Quand vous écoutez les thématiques, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça résonne tout de suite comme « mais c'est parfaitement le métier de ville amie des aînés ». Moi, quand on parle d'adapter les territoires au vieillissement et quand on parle de la promotion de la citoyenneté, si ce n'est pas nous, je ne vois pas qui ça peut être. Donc on aurait pu co-animer ces ateliers, ce n'est pas le cas. Mais sincèrement, on a évoqué cela ce matin et on va travailler à apporter des solutions concrètes dans le Conseil national de la refondation en s'appuyant sur ce que nous faisons sur nos territoires, en prenant toutes les innovations qui sont dans les adhérents du réseau VADA et de pouvoir les valoriser. Quelle est l'attente du Conseil national de la refondation? Monsieur le ministre avait dit, on s'épuise collectivement à porter toujours les mêmes constats. Je pense qu'ici, dans la salle, on est toutes et tous conscients de ce qu'il faut faire. La question, c'est pas qu'est-ce qu'on doit changer, c'est comment. Et donc, de façon concrète, c'est d'apporter des solutions. Et c'est l'essence même de notre réseau,
apporter des solutions sur les territoires. On a parlé du fonds d'appui tout à l'heure, juste un mot là-dessus et je conclurai par là. Sur le fonds d'appui, déjà, on est plutôt bien parti, on commence à être bien connu, reconnu par les territoires et c'est une excellente chose. Je le disais, ça assis davantage la légitimité du réseau. Notre force avec le fonds d'appui, c'est de permettre aux territoires qui nous sollicitent de ne pas se tromper dans l'approche et dans la mise en place des projets qu'ils vont porter. Parce qu'il y a deux choses qui sont très importantes dans la mise en place des projets. C'est est-ce que votre projet, il va directement concerner l'usager, la personne qui va être visée par la politique publique. En l'occurrence, pour ce qui est du fonds d'appui, est-ce que ce sont bien les seniors qui sont, dès l'origine de l'élaboration de la politique publique, au cœur de la décision? Et puis l'autre aspect, c'est est-ce que techniquement, on a bien réfléchi notre projet, c'est-à-dire est-ce qu'on est dans quelque chose qui est réalisable? Et ça, c'est la force du réseau, c'est de pouvoir s'appuyer, j'ai parlé de Pierre-Olivier Lefebvre, et je ne peux pas citer tout le monde évidemment, mais c'est de pouvoir s'appuyer sur l'ensemble de l'équipe, d'ailleurs vous allez les retrouver parce qu'ils sont quasiment tous là aujourd'hui, mais l'ensemble de l'équipe, des collaborateurs du réseau, et je tiens sincèrement à ce que vous puissiez les féliciter, les remercier, du travail qu'ils font et de l'accompagnement qui est le leur, parce que ce n'est pas toujours évident, mais on a la chance d'avoir des personnes qui sont très compétentes, très engagées, motivées. Je peux même le dire, quand bien même c'est un travail, ce sont aussi des militants de la lutte contre l'agisme, donc on a besoin de pouvoir s'appuyer sur eux. Voilà, je vais en arrêter là. J'ai dit que j'allais quand même vous présenter un à un, une à une, les membres du bureau, parce que c'est important que vous puissiez identifier tout le monde et peut-être aussi de connaître les fonctions de chacun. Alors, on fait deux choses, mesdames, comme vous le souhaitez. Comme vous avez des micros devant vous, vous présentez chacune. Eh bien, alors vous faites comme ça. C'est parti. Presque. Il y en a bien un qui va fonctionner. Hein. Ça y est, là, il est lancé. Hein. Tiens, vas-y. Bonjour à tous. Alors, donc, je suis Mathilde Maillard. Je suis secrétaire adjointe donc, du réseau Ville Amis des Aînés et je suis adjointe au maire à la ville de Brest. J'ai en charge la politique du bien vieillir et j'ai également l'inclusion des personnes en situation de handicap, donc deux délégations qui m'ont été confiées par le maire François Cuyandre et je suis également conseillère métropolitaine à Brest Métropole. Bonjour, Michèle Bonnet, je suis secrétaire du réseau, je suis conseillère municipale en charge des aînés, de la solidarité à Saint-Sébastien-sur-Loire, 44, et je suis également conseillère métropolitaine. Merci, bonjour à tous. Donc moi je suis Florence Durantet, je suis donc trésorière adjointe du réseau Ville Amis des Aînés. Et donc adjointe au maire de Limonest en charge des affaires sociales et des solidarités. Donc Limonest, c'est une petite ville de 4000 habitants qui se trouve à proximité de Lyon et dont le maire s'appelle Max Vincent. Voilà, et on vient d'être labellisé, donc avec grand plaisir, on va recevoir notre label tout à l'heure, une récompense de tout le travail qu'on a effectué depuis de nombreuses années. Bonjour à toutes et à tous, Nicole Aubourdi, trésorière au réseau francophone Ville Amis des Aînés, adjointe au maire en charge de nos seniors et de nos aînés à la ville de Saint-Étienne et conseillère communautaire. Merci. Bien. Alors, c'est pas qu'on ne veut pas présenter, c'est Kéra qui va s'exprimer dans un instant. Merci Florence aussi de rappeler le label petit peu par avance. Hein, je félicite les nouvelles villes qui vont être mises à l'honneur tout à l'heure, qui sont labellisées, et quel que soit le label obtenu, on vous félicite.
parce que c'est important aussi d'avoir des villes qui vont se frotter directement au label et donc qui se challenge. Et puis c'est aussi ce qui va créer une dynamique pour notre label. Il me reste quand même à saluer et à remercier nos partenaires, parce que le réseau, il tourne et il fonctionne parce qu'on a la confiance de partenaires, de mécènes. Et pardon, je vais faire une liste peut-être un peu à la Prévert, mais je pense aussi que c'est un minimum de respect que de citer l'ensemble de nos partenaires. Alors, bien évidemment, on remercie la CNSA pour sa confiance, notamment sur le fonds d'appui. J'associe bien sûr la Banque des Territoires, la Caisse des Dépôts, qui travaille aussi sur l'axe 3 de ce fonds d'appui. On salue et on remercie la CNAV, le groupe Colisée, l'ADIM Lyon, le réseau Ensemble, magazine Notre Temps, groupe Saint-Gobain, le groupe des Territoires Audacieux, la CAPEC, Age et Village, et enfin AG2R, la Mondiale. J'imagine que j'ai oublié quelqu'un qui me pardonne, il viendra me voir et je le reciterai si c'est besoin, il aura encore une meilleure visibilité. En tout cas, merci à toutes et à tous de votre attention et surtout de votre présence. Ça fait du bien de voir une salle bien remplie. Ça permet aussi de bien démontrer au ministère que le réseau est dynamique et qu'il a toute sa légitimité. Bonne journée à toutes et à tous, profitez bien. Bonjour à toutes et à tous. Alors je vais me présenter puisque alors Kéra Capdepont, je suis adjointe au maire à la ville de Grenoble, en charge des aînés, des aidants et de l'intergénérationnel, et vice-présidente du réseau depuis juillet dernier. Je tenais aussi à remercier Monsieur le ministre de nous avoir accueillis et d'avoir échangé aussi avec lui, puisqu'on a pu avoir un échange constructif, et je le remercie. Mesdames et messieurs, Thomas Dudebout, notre président, vient de réaffirmer le sens de notre action. Pour ma part, je souhaite vous redire l'importance que nous apportons au réseau. En effet, être membre du réseau francophone Ville Amie des Aînés permet, comme aujourd'hui, de se retrouver pour réfléchir ensemble, pour échanger entre nous sur nos projets et réalisations, pour voir le travail accompli de nos collectivités, pour nous réjouir des lauréats à notre concours, pour nous féliciter de la progression des démarches de labellisation. Tout cela est possible car depuis 10 ans, le réseau francophone Ville Amie des Aînés a publié des ouvrages thématiques, a créé des outils méthodologiques, a rédigé des guides et des référentiels, a collecté notre expérience locale, a permis des voyages d'études et a valorisé nos initiatives. Nous avons de la chance d'être dans cette aventure pour construire ensemble une société de territoire solidaire envers les plus âgés. Merci à ceux qui nous soutiennent. Thomas les a cités, mais je tenais à les remercier. Merci à l'équipe du réseau qui sont vraiment très impliqués. Merci aux aînés de nos collectivités parce que cette démarche Ville Amie des Aînés elle a son importance si on implique les aînés de son territoire. Ce colloque est le dernier événement de nos 10 ans et son engagement et son programme nous ressemblent. Le thème « Une vie de transition » réaffirme que la vie continue après l'avancée en âge. Nous y trouvons les 12 lauréats du concours qui démontrent que nos collectivités sont créatives et proches de nos habitants, les villes labellisées qui ont osé se lancer dans l'évaluation de la dynamique VADA et nos partenaires. Quel que soit le niveau du label, c'est un bon chemin qui est pris par les élus, les professionnels et les habitants. Mais au-delà du programme, bien sûr, nous nous retrouvons. Je vous souhaite une belle journée de réflexion et d'échange et une dernière fois, un bon anniversaire au réseau francophone Ville Amie des Aînés et en attendant de nous retrouver à Grenoble pour le congrès 2023 de notre association. Je vous remercie.
c'est Élodie qui va animer à ma place. Bonjour à tous et à toutes. Alors j'étais censée être assise parmi vous, mais finalement je vais essayer de faire la voix de Pierre-Olivier Lefebvre, même si, comme vous le savez tous, il est irremplaçable. Donc je vais demander aux participants de cette première table ronde de me rejoindre. Vieillir, c'est bien. Vieillir dans un logement adapté et un territoire adapté, c'est mieux. On le sait tous et on travaille tous au quotidien dans cet objectif. Et c'est cette première table ronde qui va aborder ce sujet. Installez-vous, je vous en prie. Alors notre premier intervenant pour nous parler de cette thématique est Monsieur Roland Mouchel-Blazeau. Vous êtes préfet, directeur du programme national Action Cœur de Ville à l'ANCT, et puis également chargé du pilotage interministériel des opérations de revitalisation des territoires. Alors ma question, c'est comment les villes, dans le programme Action Cœur de Ville, adaptent leur offre de logement aux enjeux du vieillissement. Je pense que vous allez nous apporter des éléments d'éclairage sur ce sujet. Bon, bonjour à tous. Il marche le micro ? Oui. Oui, bonjour à tous. En tout cas, merci de votre invitation. Je salue le président de votre association, adjoint au maire d'une ville, Action Cœur de Ville. Je connais bien votre maire qui est très actif dans le réseau Action Cœur de Ville. D'ailleurs, nous sommes partenaires désormais de votre association et très, très heureux de l'être. Je trouve que votre question est un peu restrictive puisque ce n'est pas uniquement le logement qu'il faut adapter, c'est la ville. Et c'est ça l'enjeu notamment auquel peut contribuer un programme comme Action Cœur de Ville. Juste en une minute ce que c'est. Action Cœur de Ville, c'est un programme de l'État avec le soutien financier de partenaires de premier plan comme la Caisse des dépôts, Banque des territoires, Action Logement et l'ANA, qui vise à soutenir le développement durable et l'attractivité de villes moyennes qui font centralité. Il y en a 234 en métropole, en Outre-mer. Et pour vous donner aussi une indication de la puissance montante de ce réseau, c'est les villes, c'est 11% de la population française. Avec leur agglomération, c'est près de 30%. Et ça vise à faire quoi ? À faire exactement l'inverse de ce qu'on a fait depuis des décennies, sur deux plans. Un, sur l'aménagement urbain, lutter contre l'étalement, requalifier la périphérie commerciale et surtout mettre ou remettre des habitants, des commerces, des services et des activités en ville. Et je dirais construire une ville qui soit beaucoup plus attractive, plus résiliente, plus inclusive, plus naturelle, qui fasse qu'aujourd'hui habiter en ville soit beaucoup plus intéressant socialement, économiquement, que de continuer le modèle qu'avait préconisé Alphonse Allais, c'est de mettre la ville à la campagne, mais la campagne, elle n'en peut plus. Donc il faut faire l'inverse, il faut remettre la campagne dans la ville. C'est ça l'objectif d'Action Cœur de Ville. Le programme lancé en 2018 s'achevait cette année et le gouvernement a décidé de le prolonger à la demande des élus. Et donc, on repart pour 4 ans supplémentaires. On avait 5 milliards, on les a déjà dépassés. Et une nouvelle enveloppe de plus de 5 milliards va être affectée à ces opérations. Rénover les logements, remettre des commerces, requalifier l'espace public, développer des nouvelles formes de mobilité, valoriser le patrimoine, veiller à ce qu'il y ait un socle de services essentiels à la population dans nos villes. Et 3 priorités sont inscrites. 1, la transition écologique, j'y reviens pas. 2, la transition économique, j'ai pas le temps de développer. 3, la transition démographique. Et c'est là où effectivement nous sommes en plein dans le sujet. Nous devons adapter nos villes au vieillissement, non pas comme une contrainte, mais aussi comme une chance. À tout point de vue, je n'ai pas besoin de le démontrer dans cette assistance.
mais en même temps faire une ville qui accueille des nouvelles populations et développe des solutions intergénérationnelles. C'est ça, en tout cas, l'objectif que nous souhaitons poursuivre, et avec le partenariat auquel nous avons déjà souscrit et qui va se déployer dès 2023, c'est, je dirais, sensibiliser les collectivités locales, leur apporter de l'expertise et naturellement des moyens. Quelques exemples. Vous avez effectivement parlé de l'habitat. C'est quand même, je pense, un enjeu considérable pour notre pays de changer complètement sa manière de raisonner, qui est souvent très institutionnelle, très verticale, très cloisonnée. On embrigade nos concitoyens dans des cases, dans des catégories. C'est insupportable. Nos seniors, aujourd'hui, veulent vivre en ville et veulent vivre chez eux. Donc l'adaptation du logement, mais tout au long de la vie, mais pas uniquement les seniors, et puis bien sûr le logement inclusif en particulier, sont des réponses. Et d'ailleurs, le programme, et Laurent Bresson connaît bien ce sujet, le programme se propose que quand ma prime Adapt va être lancée, le plus tôt possible, j'espère, bien sûr que les villes moyennes soient, je dirais, un peu pionnières pour la mettre en œuvre. Et on a quelques exemples, je n'ai pas le temps de les commenter, en plus je n'ai pas mis mes lunettes, mais notamment je vois par exemple à Autun où c'est quasiment un quartier intergénérationnel qui est créé. Voilà, donc vous voyez, c'est une autre manière de concevoir les choses. Des résidences partagées, étudiants, seniors, bien sûr des résidences familiales. Bref, tout un parcours qui dit qu'on brise l'isolement en concevant des produits qui permettent de s'adapter à toutes les générations et j'allais dire aussi à toutes les catégories sociales. Deuxième exemple d'adaptation de la ville, c'est les mobilités. D'abord qu'on encourage la marche à pied qui, dans certains endroits, est complètement... c'est le parcours du combattant. Je ne parle pas des gens en trottinette qui prennent un malin plaisir à vouloir dégommer les piétons qui ont le courage de marcher dans la ville. Un centre-ville apaisé, ce n'est pas ça. C'est d'abord qu'on favorise la marche à pied et bien sûr, je dirais, la convivialité, que ce soit quelque chose de doux, d'apaisé, d'agréable. Mais c'est aussi toutes les navettes. Et notamment, on a beaucoup de développement de navettes électriques qui permettent de relier les quartiers au centre-ville pour faire ses courses, pour aller au cinéma, pour rencontrer les gens, etc., etc. D'ailleurs, nous avons un partenariat avec le comité d'organisation des Jeux Olympiques qui vise justement à développer ces mobilités actives pour toutes les générations, bien avant 7 ans et bien après 77 ans, puisque ça nous concerne tous. Nous avons aujourd'hui des résultats en termes sanitaires de santé publique catastrophiques, en termes d'obésité, en termes de sédentarité. Savez-vous, par exemple, que la cohorte des 9 à 16 ans a perdu en une génération plus de 20% de capacité cardio-respiratoire. Donc vous voyez bien que cette question de modifier nos comportements, mais qui rendent les choses faciles, qu'on puisse aussi, qu'on ait des parcours de santé, qu'on ait un mobilier public qui permette de s'asseoir, mais aussi de faire un peu d'exercice. Et pourquoi pas des gens de la ville qui animent autour de ça. Il y a aussi l'espace public. On parlait de la nature en ville. Le but, c'est pas uniquement vivre dans des villes minérales, c'est aussi la requalification des berges. Aujourd'hui, c'est quand même assez extraordinaire de considérer que nos villes qui se sont construites autour de leurs fleuves s'en étaient détournées au fil de leur histoire. La reconquête des berges qui deviennent aujourd'hui partout des lieux de promenade, des lieux de loisirs, des lieux de rencontres, des lieux de sociabilité, j'allais dire aussi des lieux de paysage et d'identité, sont face à l'uniformité, parfois la banalisation de nos paysages et de nos cadres de vie, sont effectivement des choses très importantes. Et puis, c'est la ville servicielle. Si on veut lutter contre l'étalement urbain qui isole, comme l'a dit le ministre et votre président tout à l'heure,
C'est au contraire, si on veut développer, si on veut que les gens puissent rester chez eux, et je le dis pour toutes les générations, on peut avoir un gros pépin de santé à 40 ans. Eh bien, c'est développement, en clair, moins de statuts, moins d'établissements qui enferment, mais plus de services au profit de nos concitoyens qui en ont le plus besoin. D'où cette notion, non pas de densité, mais de regroupement, etc., etc. Quand on voit le nombre de cinémas qui étaient sortis des villes, eh bien aujourd'hui, j'étais encore à Valenciennes il y a quelques jours, eh bien on remet un cinéma en centre-ville, qui est de la culture, qui est des équipements sportifs, qui est des lieux associatifs. Et Dieu sait si nos seniors sont les chevilles ouvrières par leur disponibilité, leurs compétences, leur enthousiasme pour cela. Bref, et puis je voudrais aussi illustrer que, ça a été dit d'ailleurs tout à l'heure, faisons un peu moins d'institutionnels, faisons un peu plus confiance aux initiatives locales, aux acteurs locaux, que ce soit des collectivités, que ce soit des associations, que ce soit des organisations, etc. Réinventons nos cœurs de ville, c'est une initiative qu'on a prise, et par exemple, on a vu tout à l'heure l'ancien hôpital Saint-Gabriel d'Autun, où effectivement on crée quasiment autour et dans cet ancien hôpital un quartier intergénérationnel. Et nous avons aidé à trouver des investisseurs privés et bien sûr aussi publics pour réaliser cette opération. Et puis une autre opération qui intéresse beaucoup de seniors, que je trouve très intéressante, c'est dans le cadre de notre initiative territoire pilote de sobriété foncière, c'est à Périgueux. À Périgueux, c'est une opération qui s'appelle BIMBY, c'est un anglicisme qui s'appelle Build in my backyard. Vous savez que généralement, on n'aime pas que les gens construisent près de chez vous. Mais là, c'est quoi? C'est qu'à la demande des habitants, des propriétaires eux-mêmes, ils essaient, pour pouvoir rester dans leur quartier, y compris parfois dans leur parcelle, ils sont en train de densifier eux-mêmes un quartier, je dirais, pavillonnaire, parce qu'aujourd'hui, la grande maison, ils n'en ont plus besoin, mais ils veulent rester habités là. Donc, ils se construisent dans la parcelle une petite maison, et ils permettent ainsi d'offrir la possibilité à une famille, à un foyer qui a besoin plus d'espace, de venir habiter dans cette maison. Bref, là encore, de faire de l'intergénérationnel, non pas subi, mais qui soit choisi. Et par ailleurs, ça permet aussi de monétiser, bien sûr, un bien dont on n'a plus besoin, mais on n'a pas envie de quitter son quartier. Il y a plein de procédures aujourd'hui, j'en terminerai par là, que nous souhaitons développer par l'intermédiaire de notre réseau, parce que notre valeur ajoutée, c'est d'apporter un réseau de villes à taille humaine dans lesquelles nos compatriotes ont de plus en plus envie d'habiter. On trouve tous les services de la ville sans forcément avoir les inconvénients d'être en banlieue ou dans une lointaine banlieue d'une très très grande métropole, puisque le coût du logement est aussi un vrai sujet social. Et donc aussi avec les seniors, nous pouvons davantage, et ça a beaucoup de succès de plus en plus, construire des nouveaux dispositifs qui permettent aussi de monétiser et de valoriser leurs biens. Je pense par exemple, et notamment toutes les procédures qui permettent de séparer la propriété immobilière de l'usage. Et je crois que ce sont des pistes extrêmement importantes qu'on peut développer. Enfin, j'en termine par là. Et parfois, je me bats dans certaines enceintes. Le centre-ville de demain, ce n'est pas un centre-ville pour bobos qui restent chez eux et qui se font livrer leur pizza et qui créent des centres-villes vides et avec des pauvres salariés à leur service. Non, c'est un centre-ville vivant pour tous, dans lequel on retrouve, je dirais, le bonheur de vivre ensemble. Et regardez comment nous avons tous été meurtris par le confinement, où on ne pouvait plus se rencontrer, se voir, se parler, partager des émotions ensemble. Et donc, si nous souhaitons que davantage de seniors, et aujourd'hui c'est un mouvement très profond, viennent habiter ou réhabiter en ville, c'est bien sûr une ville vivante que nous souhaitons construire et non pas une ville ubérisée. Voilà en tout cas ce que j'étais un peu schématique, mais ce que, en tout cas, avec le programme Action Cœur de Ville, avec bien sûr les initiatives locales portées par les maires, les élus et les acteurs locaux, je crois que nous pouvons contribuer par
à accompagner les collectivités à relever ce très lourd défi de la transition démographique. Merci beaucoup. Merci d'avoir rappelé cet élément essentiel d'un territoire adapté au vieillissement dans toute sa transversalité en termes d'acteurs impliqués. Madame Tiffaine Mahé, bonjour. Vous êtes chef de projet Habitat Inclusif à la CNSA. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors moi, je suis aussi, comme vous, je remplace au pied levé Stéphane Corbin, qui devait être parmi vous, directeur adjoint de la CNSA. Voilà, il a eu un empêchement. Donc, je prends sa place pour effectivement évoquer aussi ensemble les missions de la CNSA par rapport à l'engagement de la CNSA sur ces points de développement, de lieux de vie adaptés. Je crois effectivement que vous venez vraiment bien de rappeler un peu toutes les facettes de ce qu'on peut entendre par lieu de vie adapté. C'est pas, souvent on évoque cela en faisant allusion beaucoup aussi au logement. L'adaptabilité du logement, par exemple. Or, on voit bien au travers d'ailleurs de votre intervention que d'autres éléments viennent constituer, compléter en fait ce que signifie lieu de vie adapté. C'est pas seulement une question de logement, mais bien sûr de services, notamment. Alors moi, j'ajouterais d'ailleurs aussi que pour développer tous ces lieux de vie adaptés, c'est aussi créer du vivre ensemble et avec les personnes, pas simplement pour les personnes. Et si je vous dis cela, c'est justement un petit peu tout le sens de l'habitat inclusif, une solution que l'on développe actuellement depuis 2021 dans le cadre de cet engagement, dans le virage domiciliaire et dans le cadre de développement de lieux de vie adaptés aux besoins des personnes âgées ou en situation de handicap et aux attentes de ces personnes pour répondre un peu aux mutations de la société du vieillissement. Cet engagement, nous le menons au travers d'un certain nombre de partenariats, et notamment donc avec le réseau francophone. Je ne reviendrai pas dessus, mais effectivement, nous soutenons le Fonds d'appui territorial pour développer des solutions qui soient adaptées au territoire, aux besoins des personnes âgées. Mais depuis 2021, nous sommes missionnés également pour déployer l'habitat inclusif, qui est justement cette palette d'offres, de réponses, de solutions diversifiées, adaptées aux besoins des personnes et aux besoins des territoires, pour répondre à ces attentes de personnes qui ne souhaitent pas. C'est ça un peu tout le sens même de l'habitat inclusif, des personnes qui souhaitent vivre chez elles sans être seules, qui nécessitaient éventuellement un déménagement pour aller vivre plutôt dans un établissement avec un peu plus de services et plus de sécurité. Et là, ça leur permet de continuer à vivre dans un domicile, mais avec d'autres. Et quand je dis avec d'autres, c'est pas seulement d'autres locataires, d'autres colocataires, mais c'est aussi avec un environnement. C'est vraiment toute cette notion de vivre ensemble, de créer du lien social et ne pas seulement vivre sous un toit avec des services, par exemple. L'habitat inclusif, ça vient aussi faciliter le lien social, la participation sociale, la citoyenneté. Vous en avez parlé ce matin en propos d'ouverture. Faciliter et promouvoir cette citoyenneté, ce vivre ensemble, cette vie dans un environnement et dans un quartier. C'est aussi préserver cette liberté de chacun, de choisir son mode de vie, ses déplacements, ses services. Ce n'est pas un mode de vie où je mets en place un panier de services pour les habitants. Non, bien sûr, c'est vraiment créer du lien, mais au travers de l'expression de chacun. L'expression de chacun et le respect de cette liberté de choisir.
Dans ce cadre de déploiement, de promotion de ces solutions, différents outils sont mis en place, des outils certes réglementaires, des outils techniques, pédagogiques, mais aussi des outils financiers. Nous les mettons en place aux côtés, parce que je citais donc le partenariat avec le réseau francophone, mais nous mettons en place l'ensemble de ces outils avec déjà aux côtés de l'équipe interministérielle, la DGCS, la DHUP et la NCT. Nous mettons en place notamment une nouvelle aide, l'aide à la vie partagée, qui est une aide individuelle, indirecte, créée depuis janvier 2021 dans le cadre de la loi de financement de sécurité sociale et qui a été permise suite au rapport donc, de Denis Piveteau et Jacques Wolfrom remis au Premier ministre. Cette aide est individuelle, mais elle est indirecte, elle est octroyée par les départements aux porteurs de projets sur la base d'un conventionnement. Et donc dans le cadre de la phase, alors qu'on a appelé un peu la phase de starter, une phase de lancement de cette nouvelle aide à la vie partagée, qui dure donc 2 ans, 2021-2022, nous sommes à la fin de cette phase de lancement, nous venons soutenir un certain nombre de projets proposés par les départements et nous les soutenons à hauteur de 80% des dépenses qu'ils auront estimées sur la base d'une programmation sur 7 années, enfin 7 ans, donc 2022 jusque 2029. La CNSA soutiendra d'autres projets, des nouveaux projets dans le cadre de nouvelles programmations à compter de 2023, mais à hauteur de 65% et à compter de 2025 à hauteur de 50%. 2025 étant aussi l'année qui marquera la fin de l'instrument financier qui existe jusqu'aujourd'hui, qui est le forfait habitat inclusif et là versé par les ARS. Donc voilà, ça c'est un peu le mécanisme, l'outil de l'instrument financier qui vise à soutenir, alors pas forcément, je dirais pas forcément soutenir l'habitat inclusif en tant que tel, puisque l'habitat, on voit bien que c'est bien, que c'est une palette de, que ça constitue un puzzle avec un certain nombre de pièces. L'aide à la vie partagée, elle vient justement financer une de ces pièces qui est le projet de vie sociale et partagée. Ce projet qui crée ce vivre ensemble sur un territoire avec d'autres habitants et d'autres acteurs sur le territoire. Un autre outil aussi qui est là pour venir soutenir le développement de l'habitat inclusif, c'est tout ce qui concerne l'ingénierie. L'ingénierie de projet. Alors ça commence par le soutien aux conférences des financeurs, qui sont donc les instances territoriales, départementales, puisque c'est présidé par le département et vice-présidé par l'ARS. Ce sont des instances qui sont présentes sur le territoire pour venir organiser cette offre, cette palette de réponses. Et puis, en termes d'ingénierie, nous avons aussi ce partenariat avec l'Agence nationale de cohésion des territoires dans le cadre du programme Bien vieillir, qui est complémentaire au programme Action Cœur de Ville, pour venir là soutenir, en tout cas nous, notre enveloppe vient soutenir des projets d'habitat inclusif, mais plus particulièrement le montage de projets de vie sociale et partagée, parce que c'est pas simple de créer du vivre ensemble, c'est pas simple non plus de faire en sorte que les personnes s'expriment dans le cadre d'un projet. Qu'est-ce que je veux, comment je veux vivre avec les autres habitants sur mon territoire, avec mon environnement. Donc voilà, nous avons ce partenariat aussi avec la NCT pour venir soutenir un certain nombre de projets sur les territoires dans le cadre de l'AMI Petite Ville de demain. Et puis enfin, un autre vecteur, toujours pour venir soutenir la promotion, le développement de ces solutions, c'est l'investissement. Ça non plus, ce n'est pas rien. Il faut des murs, il faut bien des murs et des murs qui soient adaptés. Et donc, nous venons soutenir, nous avons pu bénéficier de crédits dans le cadre des crédits Ségur, donc des enveloppes européennes, dans le cadre du plan de relance. Nous avons une enveloppe
à hauteur de 7,5 millions d'euros par année en 2022, 2023 et 2024 pour venir à nouveau soutenir des projets d'habitat inclusif dans lesquels vivront des personnes âgées de plus de 65 ans. Et donc là, ça vise plutôt à soutenir des travaux concernant la construction, la réhabilitation d'espaces communs. Ces fameux espaces communs dans lesquels sont mis en place ces projets de vie sociale et partagée. Donc construction, réhabilitation de ces espaces communs, mais aussi adaptabilité des logements, du bâti, de ces espaces de vie individuels, donc la chambre, les logements T1, T2, mais aussi tous les espaces de circulation, puisque comme je vous le disais, il ne s'agit pas seulement de vivre sous un toit, mais de circuler, d'y entrer, d'en sortir et d'utiliser ces espaces comme il se doit. Donc voilà, nous avons cette enveloppe et nous soutenons un certain nombre de projets. Ça devrait nous permettre de soutenir 150 projets par an à peu près. Voilà. Et pour terminer, juste, je voulais vous donner peut-être quelques chiffres liés à ce déploiement, puisque nous venons soutenir les porteurs, les habitants, mais donc aussi les départements. Tout cela se fait sous la base de conventionnement. Et donc aujourd'hui, 97 départements se sont engagés officiellement dans ce déploiement. Aujourd'hui également, nous avons près de 1800 habitats inclusifs qui sont inscrits dans leur programmation sur cette année. Et ça équivaut à peu près à plus de 17 000 habitants qui sont concernés par ces modes d'habiter autrement qu'à domicile, que dans un domicile ordinaire. 17 000 donc habitants bénéficiaires de l'aide à la vie partagée, à peu près à moitié personnes âgées, moitié personnes en situation de handicap. Voilà. Merci beaucoup, merci pour l'ensemble de ces outils qui viennent appuyer le comment faire, en fait, comment apporter de nouvelles étapes au parcours résidentiel. Loïc Roland, vous êtes directeur grand âge et autonomie à la Caisse des dépôts et je crois que vous allez nous parler de deux autres outils importants également pour appuyer les territoires. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation par le réseau. Effectivement, deux outils. On va être vraiment sur une démarche résolument opérationnelle, parce que on a eu la traduction tout à l'heure, effectivement, par monsieur le préfet, donc effectivement de l'action à destination du programme Action au cœur de ville et l'impact que ça peut avoir effectivement sur le territoire. Ça, c'est vraiment essentiel, cette façon de repenser les territoires. Et puis, effectivement, ce qu'a dit Tiffaine tout à l'heure sur le développement de l'aide à la vie partagée, qui est un accompagnement, bien sûr, sur le fonctionnement, et puis il y a une partie aussi du côté de la CNSA sur de l'investissement dans le cadre du Ségur, mais ça va booster la démarche qui est à destination donc de l'habitat inclusif, qu'on appelle habitat inclusif de façon un peu, comment je dirais, générique, puisque nous, du côté de la Caisse des dépôts et du côté de l'association API, on parle davantage d'habitat API, donc accompagné, partagé et inséré, dans le cadre des définitions qui a été celle qui a été promue par Jacques Wolfrom et Denis Pifteau dans leur rapport qu'ils ont émis en juin 2020. Alors, je vais effectivement vous parler donc d'API, donc API, HAPI pour Habitat Accompagné, Partagé, Inséré dans la vie locale, puisque, comme l'a dit également Monsieur le Préfet et l'ont dit Monsieur le Préfet et Tiffaine, les projets sont sur les territoires, dans les territoires, produits par les territoires, et donc c'est extrêmement important donc de replacer ça dans cette perspective. Alors, API, d'une part, c'est une association qui a été créée donc en novembre de l'année dernière, donc qui vient juste de fêter ses 1 an. Une association qui vise à promouvoir, développer donc une nouvelle façon de penser et de vivre l'habitat, de vivre le parcours de vie, de vivre le parcours résidentiel. Donc ça vient chambouler beaucoup de sujets.
Et puis, c'est aussi donc la promotion, je disais, de cet habitat API. C'est aussi une plateforme. Donc là, vous voyez effectivement par rapport à la slide qui vous est présentée, donc une plateforme qui doit répondre à un certain nombre de besoins, des besoins qui remontent des territoires, des besoins qui sont liés à la demande de la population, puisque ça a été bien dit, la population vieillit et donc de plus en plus les personnes donc, se posent la question de comment elles vont vieillir et où elles vont vieillir. Et de plus en plus, on a l'émergence effectivement d'une demande d'un habitat sur mesure, à un coût humain et qui tient compte de la diversité des territoires. Si on est en montagne, en rural, en littoral et en semi-urbain, effectivement, les demandes vont être complètement différentes. Donc, comment on s'adapte à ces spécificités locales? Le deuxième besoin, c'est un besoin lié aux acteurs des territoires. Il faut que l'on puisse les aider à mieux répondre à ces demandes justement qui émergent de la population et qui sont nombreuses. Et on a bien sûr ces acteurs des territoires qui sont notamment les élus et les porteurs de projets, qui se posent la question donc de comment bien répondre avec une diversification de l'offre d'hébergement par rapport à ces demandes. Le troisième besoin, c'est besoin de lever les freins. Alors, en la matière, les freins sont nombreux. Ils ont été notamment relevés dans le rapport Pifto-Wolfram et un certain nombre de réponses ont été apportées à ces freins. Bon. Mais on voit bien que les freins demeurent, puisque, comme je disais tout à l'heure, on fait du sur-mesure. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, on titille la réglementation, à la fois la réglementation liée à l'urbanisme, le foncier, tout un tas de sujets qui ne sont pas forcément agréables à traiter, mais qui sont là. Et plus on massifie, plus on a un effet levier sur la possibilité de lever ces freins. Donc c'est important effectivement, donc c'était le besoin qui émergeait. Et puis le dernier besoin, c'est simplifier l'action à l'accessibilité à l'information. Parce que effectivement, on voit que beaucoup de porteurs de projets, c'est ce qui nous remontait, étaient absolument perdus dans le flot d'informations qui étaient à leur disposition, les financements qui étaient disponibles, et donc ils voulaient être aidés en la matière. Donc on a créé cette association avec la Fondation des petits frères des pauvres et le réseau APA, qui sont deux acteurs extrêmement importants sur le sujet de l'habitat inclusif, puisqu'ils sont vraiment cette expertise d'accompagnement d'un certain nombre de porteurs de projets. Alors, la slide suivante va préciser effectivement l'action qui est la nôtre. L'action qui est la nôtre, donc, elle repose sur 4 objectifs. Je simplifierai en utilisant 4 verbes. Informer, former, orienter et mesurer. Informer, c'est créer un centre de ressources, un lieu unique où les porteurs de projets vont pouvoir trouver toute l'information sur l'habitat inclusif et être orientés après vers différents sites qui en parlent, et comme peut le faire la CNSA ou les différents services de l'État. Après, l'autre sujet, c'est, je disais, former. Donc la montée en compétences. Nécessité de monter en compétences, notamment des acteurs de territoire, donc les collectivités, les élus, les services, pour pouvoir mieux comprendre ce qu'est l'habitat inclusif et pouvoir apporter, mieux retraduire en fait quel est le besoin qui est exprimé par les concitoyens sur les territoires. Donc ça, c'est important effectivement d'avoir aussi cette vision et donc de pouvoir mettre à disposition sur la plateforme des témoignages, des fiches thématiques qui permettent donc d'apporter les réponses. Troisième objectif, orienté, je vais passer ce point puisque j'en parlerai tout à l'heure dans la slide suivante. Et puis, dernier point, mesurer. C'est extrêmement important de mesurer ce que l'on fait, d'évaluer ce que l'on fait. Et de plus en plus, les financeurs demandent d'avoir cette évaluation en contrepartie des financements qu'ils accordent. Que ce soit une évaluation de l'impact social, économique, environnemental, territorial.
Par exemple, l'Agir Carco, qui finançait avant sous forme de droit de réservation, revoit sa stratégie et apporte un financement. Mais en contrepartie, va demander effectivement d'avoir une meilleure visibilité sur l'impact que ça peut avoir sur les territoires. Et donc, on est en train de travailler, ce sera en début d'année que ce sera livré, donc un kit à destination des porteurs de projets pour les aider à approprier la démarche d'évaluation et puis donc de pouvoir se lancer dans cette démarche d'évaluation et donc déjà commencer à leur traduire un certain nombre de choses. Ensuite, donc la slide suivante. Voilà, donc là je vais parler effectivement du comité d'orientation. Donc le comité d'orientation, en fait, le troisième objectif que j'évoquais tout à l'heure est aux côtés du centre de ressources que constitue la plateforme numérique elle-même, est absolument un pilier, puisque c'est le lieu qui permet de mettre en relation les projets, les porteurs de projets avec les financeurs. L'idée, c'est que quand vous allez sur la plateforme monhabitatinclusif.fr, qui est la plateforme de Happy, eh bien, vous avez accès donc, à un formulaire. Vous remplissez ce formulaire, il prend 10 minutes, je m'adresse vraiment aux porteurs de projet, il prend 10 minutes et il traduit les critères qui sont les vôtres. Et ces critères, on les croise avec les critères des financeurs. Et donc ça permet tout de suite, sous un délai d'un mois, parce que le temps qu'on vérifie quand même un peu les dossiers et que tout ça c'est bien en ordre par rapport à ce qu'on vous donne, eh bien ça permet d'avoir la liste des financeurs auxquels vous pouvez vous adresser pour financer votre projet. Donc c'est un gain de temps absolument colossal par rapport à la démarche qui peut être la vôtre, puisque derrière, bien sûr, viennent s'ajouter les délais des financeurs et les délais par rapport à leur comité d'engagement, etc. Donc on est vraiment dans cette démarche. Donc vous voyez quels sont les financeurs qui sont autour de la table. Donc on a bien sûr le réseau APA, la Fondation des Petits Frères, on a l'ANA, la CNAV avec les CARSAT, donc avec aussi une démarche un peu décentralisée, puisque les CARSAT ont leur propre autonomie. Vous avez le CCH pour la partie handicap, l'Agir Carco, je l'évoquais aussi tout à l'heure, et après avec les instituts de retraite complémentaire, donc qui ont aussi leur démarche territoriale et leur comité d'engagement, la MSA, et puis la Fondation de France. Et puis vous avez aussi, bien sûr, la Banque des Territoires qui intervient notamment dans le cadre du partenariat qu'elle a noué avec la CNSA, puisqu'on a signé l'année dernière, au mois de juillet l'année dernière également, une convention avec la CNSA, donc qui prévoit de réserver donc une enveloppe de 3,5 milliards. Ces 3,5 milliards se décomposent en trois sous-enveloppes, donc 25 millions de crédits d'ingénierie qui sont là pour aider à la transformation des projets, et je vais revenir tout à l'heure par rapport au deuxième outil, et puis une enveloppe donc de prêts avec 2,5 milliards de prêts, donc prêts au logement social, puisque vous savez que c'est l'action de la Caisse des dépôts qui distribue les prêts au logement social. Tout l'argent que vous mettez sur les livrets que vous avez est centralisé à la Caisse des dépôts et réutilisé pour le financement du logement social. Et puis 1 milliard sur des fonds propres pour accompagner des foncières ad hoc sur un certain nombre donc, de dispositifs. Cette action d'API et donc du comité d'orientation se fait en totale complémentarité avec les dispositifs existants. Donc, ce qui a été évoqué tout à l'heure par Monsieur le Préfet sur l'ANCT, eh bien, effectivement, c'est tout à fait complémentaire. Quand l'ANCT soutient un certain nombre de projets, eh bien, il bénéficie des aides de l'ANCT et puis donc d'Action Logement et de la Banque des Territoires, mais c'est pas pour ça qu'ils ne peuvent pas bénéficier des aides autour d'API. Au contraire, ça permet d'enrichir le champ des possibles de financement. Et puis, c'était aussi vrai pour Petites Villes de demain, c'est aussi vrai pour le fonds d'appui pour des territoires innovants seniors, et avec l'axe 3 dont je vais parler tout de suite après. Mais vous voyez bien que
cette action, ce comité d'orientation contribue très fortement à la dynamique, puisque on s'était fixé pour objectif d'orienter 100 dossiers au cours de 2022. On en est à plus de 110 en 6 mois, puisque la plateforme a été mise en place mi-juillet. Donc plus de 110 dossiers, et on voit que derrière, effectivement, ça va pousser quand même beaucoup, avec toute l'action qui est menée par le programme Petite Ville de Demain, l'AMI, Petite Ville de Demain, Habitat Inclusif, l'action des programmes Action Cœur de Ville, et puis l'action qui est menée par la CNSA et dont parlait Tiffaine tout à l'heure avec l'AVP, le développement de l'AVP. Alors, sur le deuxième outil, en fait, dans le cadre du Fonds d'appui pour des territoires innovants seniors, donc je parlais tout à l'heure du partenariat qui a été noué avec la CNSA, et sur les 25 millions de crédits d'ingénierie, il y a 500 000 € qui ont été apportés donc, dans ce fonds pour justement accompagner la transformation des projets. On peut peut-être passer à la slide suivante. Voilà, c'est-à-dire que la mission de la Caisse des dépôts, c'est de venir en appui des politiques publiques, donc qu'elles soient nationales ou locales. Donc elle le fait de façon soit stratégique, institutionnelle, partenariale, et donc c'est tout ce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant avec justement la convention avec la CNSA, le partenariat qu'on a avec le réseau francophone, les partenariats avec les programmes nationaux comme Action Cœur de Ville, Petite Ville de Demain. Donc voilà, c'est toutes les actions qui sont menées à ce titre. Et puis elle le fait de façon très opérationnelle avec les crédits d'ingénierie que j'évoquais tout à l'heure et les financements sous forme de prêts ou de fonds propres. Et puis le financement comme les chefs de projet Petite Ville de Demain ou Action Cœur de Ville. Et là, de façon très opérationnelle, dans le cadre de l'ingénierie qui est apportée, eh bien, ce que l'on veut, c'est accélérer la transformation des projets. Voilà, donc, alors pour ce faire, eh bien, on voit qu'un certain nombre de collectivités ne sont pas staffées pour mener un certain nombre d'actions et peuvent être, comme on dit familièrement, comme une poule devant un couteau. Et donc, il faut les aider. Donc, pour les aider, il y a 3 axes possibles dans le cadre de l'axe 3 et de l'accompagnement qui est porté par la Banque des Territoires. C'est d'aider notamment à la définition de cahiers des charges, parce que ça, c'est le plus dur, de se poser et de dire, voilà, quelle est la commande, en fait, que je passe, et donc, comment je la retraduis. Donc, ça, c'est important de pouvoir faire ça. C'est aussi important pour certains acteurs, d'avoir un portrait du territoire, de savoir, ça a bien été dit par monsieur le préfet, c'est-à-dire qu'on est sur un territoire, il faut, et c'est aussi la vocation d'API, c'est-à-dire qu'il faut que tout s'organise autour de la personne. Et c'est plus la personne maintenant qui s'adapte à l'environnement, c'est l'environnement qui vient vers la personne. Et donc, comment effectivement on fait le bilan de ce qui existe sur le territoire et comment on fait un retour et on dit là il y a des trous dans la raquette et comment on arrive à les compléter. Donc c'est important que les acteurs sachent où sont les problèmes. Et puis, le montage d'opérations, ça c'est absolument essentiel, parce que c'est pas simple, il y a des problèmes juridiques, des problèmes financiers, des problèmes de réglementation, et donc voilà, pour aider au montage opérationnel du projet. Donc ça c'est des crédits d'ingénierie, et ces crédits, donc vous voyez, c'est des enveloppes qui peuvent aller de 4 000 à 25 000 € en fonction de ce qui est demandé. Et puis, slide suivante, quels sont les bénéficiaires de ces différents financements? Eh bien, ce sont toutes les collectivités locales, donc en passant par la commune, le PCI, les pays, et puis bien sûr les satellites un peu des collectivités en matière d'action sociale que sont les CCAS ou les CIAS. Voilà. Donc voilà, on a tout ça qui est possible de financer, que ce soit en France métropolitaine ou dans les dom-tom. Merci beaucoup pour cette intervention qui nous éclaire sur 2 outils particulièrement importants. Laurent Bresson, je vous laisse la parole. Vous êtes sous-directeur des politiques de l'habitat au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Donc je vous laisse une petite dizaine de minutes pour nous présenter votre intervention. Merci. Je voudrais revenir sur, puisqu'on est en train finalement d'évoquer tous les uns et les autres, les différents dispositifs, les différents outils qui sont à disposition, notamment des territoires pour favoriser le bien vivre de nos seniors dans nos territoires. Et moi, je voudrais insister sur un point, c'est
et c'est une brique essentielle finalement de ce qu'on appelle aujourd'hui le virage domiciliaire. Vous savez l'importance qu'a pris cette politique publique ces derniers mois. Je voulais insister sur l'enjeu de l'adaptation du parc de logement au vieillissement, parce que finalement, on le sait tous aujourd'hui, alors que c'est une aspiration majoritaire de nos concitoyens que de vieillir à domicile, que par ailleurs la population vieillit, que ce vieillissement même s'accélère. On le sait aujourd'hui, le point faible, c'est le parc de logement, parce que moins de 10% du parc de logement est aujourd'hui adapté à ce vieillissement domiciliaire. Et donc, il y a une vraie nécessité, dont aujourd'hui, je crois, tout le monde a pris conscience, qui est d'accélérer très, très fortement sur la dynamique d'adaptation du logement au vieillissement. Alors, comment on va le faire ? C'est là qu'entre en jeu un dispositif absolument essentiel qui a été voulu par le chef de l'État et par le gouvernement, et qui constitue d'ailleurs une des priorités du quinquennat qui démarre, qui est la mise en place d'une aide unique simplifiée qui s'appelle MaPrimeAdapt, et dont vous avez probablement toutes et tous déjà entendu parler, et qui va être finalement l'un des vecteurs, pas le seul, mais un vecteur en tout cas important, de la massification de l'adaptation du logement au vieillissement, qui va permettre cette accélération du virage domiciliaire. Alors plus concrètement, ce projet MaPrimeAdapt, qui est aujourd'hui bien avancé, bien lancé, de quoi procède-t-il ? Je l'ai dit, mise en place d'une aide nationale unique qui sera donc en lieu et place aujourd'hui de 3 grands dispositifs nationaux qui permettent de financer l'adaptation, les aides de l'ANA, les aides de la CNAV, le crédit d'impôt autonomie. Cette aide nationale unique sera distribuée, c'est le choix du gouvernement, par un opérateur unique. Là aussi, on améliore considérablement la lisibilité et la facilité d'accès pour tout le monde. Ça sera l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, opérateur de l'État. Et cette aide nationale, cette aide unique, unifiée, on la veut surtout, et c'est ça, peut-être ça c'est finalement le plus important, on veut qu'elle soit fondée, assise sur un nouveau parcours d'aide, un parcours d'aide évidemment simplifié lui aussi, ça va de soi, mais pas seulement, parce que si le seul objectif c'était finalement de tout simplifier, je pense qu'on passerait à côté d'une partie du sujet. Ce parcours d'aide, ce nouveau parcours d'aide MaPrimeAdapt, non seulement on le veut simplifier, mais on le veut aussi très sécurisant. Sécurisant pour l'usager, je crois que c'est vraiment une dimension absolument essentielle, et on le veut aussi très accompagnant, parce qu'on le sait, et finalement c'est un peu le cœur de cible de MaPrimeAdapt, une grande majorité de nos concitoyens, pour adapter leur logement au vieillissement, pour finalement l'adapter à cette dernière grande partie de leur parcours de vie, ont besoin d'être accompagnés, ont besoin d'être aidés, et c'est aussi une des finalités essentielles de ce parcours MaPrimeAdapt. Je précise d'ailleurs que ce parcours d'aide qu'on est en train de retravailler, de travailler dans le détail, il a aussi un enjeu important d'être ouvert, d'être interfacé avec les autres grands dispositifs en présence aujourd'hui. Je pense en particulier à tous les dispositifs d'évaluation, tous les dispositifs liés au vieillissement, tous les dispositifs liés à l'autonomie. Et l'enjeu pour nous, c'est de faire en sorte que ce parcours MaPrimeAdapt soit aussi ouvert, interfacé, de manière la plus fluide possible avec ces autres dispositifs qui existent et qui sont absolument essentiels, parce que finalement, ce sont eux qui sont les garants d'une prise en charge, d'une prise en considération globale et cohérente de l'ensemble des besoins dont nos concitoyens ont besoin pour pouvoir bien vieillir à domicile. Je passerai rapidement sur toutes les questions de paramétrage de l'aide, de cette nouvelle aide MaPrimeAdapt, parce que ce sont des sujets sur lesquels on reviendra avec vous au cours des mois prochains. Mais pour faire simple, l'idée là aussi c'est d'aller jusqu'au bout de la simplification, des critères d'éligibilité très très simples, fondés d'abord avant tout sur l'âge, 70 ans, sans condition de perte d'autonomie, donc sans condition de GIR pour l'éligibilité à l'aide, avec des taux d'intervention qui sont quand même très incitatifs, compris entre 50 et 70% du montant des travaux, et avec un ciblage sur les ménages remplissant les plafonds de ressources de l'ANA, comme c'est d'ailleurs le cas actuellement, c'est-à-dire les ménages dits très modestes, et modestes parce que, encore une fois, ce sont eux qu'il faut aider prioritairement. Ce dispositif, ce nouveau dispositif MaPrimeAdapt, qui est donc très très ambitieux, a pour vocation à se déployer dès le 1er janvier 2024. Donc on voit qu'on est finalement à peine plus d'un an de sa mise en œuvre, mais je souligne que d'ici là, le gouvernement a souhaité, et c'est très important, la montée en puissance jusqu'à leur extinction
des dispositifs actuels à titre de transition. Et à ce titre-là, notamment, le projet de loi de finances pour 2023, qui sera, je l'espère, bientôt adopté définitivement, le projet de loi de finances pour 2023 acte une augmentation significative des crédits d'intervention de l'ANA sur ses missions d'autonomie, qui vont lui permettre de quasiment doubler sa capacité d'intervention actuelle, à titre, j'allais dire, de lancement un peu anticipé de ce futur dispositif MaPrimeAdapt en 2024. Pour terminer, quelques mots sur le travail avec vous et la concertation, parce que je crois que c'est un élément absolument essentiel. Je l'ai dit, hein, MaPrimeAdapt, c'est à la fois ambitieux et ça nécessite j'allais dire finalement, de s'aligner avec beaucoup de monde, parce que c'est en s'alignant qu'on arrivera finalement à atteindre ce niveau d'ambition. Et donc ça passe par une bonne concertation avec au moins 4 grandes catégories d'acteurs, tous les acteurs du médico-social, tous les acteurs de l'accompagnement des usagers, les acteurs des filières du bâtiment, hein, tout le secteur du bâtiment, et puis bien évidemment, j'y viens, les collectivités territoriales qui jouent un rôle de premier plan, en particulier l'échelon, tout le bloc communal et les départements. Dans cet enjeu de concertation avec les collectivités locales et en particulier avec les villes, moi j'insisterai principalement sur 4 dimensions qui me semblent absolument essentielles et sur lesquelles on a besoin de travailler avec vous. On a besoin de travailler avec vous parce que finalement c'est bien l'échelon de proximité, la commune, la ville, son intercommunalité aussi, il faut le dire, hein, qui vont nous aider demain à aller vers les bénéficiaires de ce nouveau dispositif. On a vraiment besoin de vous là-dessus, on a besoin de travailler avec vous sur l'aller vers. On a besoin aussi de faire en sorte que cet investissement qu'on va faire dans l'adaptation du logement au vieillissement s'accompagne aussi de tous les services nécessaires, de tous les services à la population, parce qu'on le sait bien, c'est très bien d'avoir un habitat adapté, mais si on n'a pas les services qui vont avec pour pouvoir s'y maintenir, ça ne suffira pas. Il faut qu'on travaille ensemble sur cette deuxième dimension. Troisième dimension, je ne vais pas vous la cacher non plus, même si MaPrimeAdapt, ça va être beaucoup d'argent et ça va être des très très gros moyens et donc des aides financières importantes, il y aura toujours, dans quelques cas, des sujets de reste à charge à traiter. Et ça, c'est bien normal. On sait qu'il y a des situations aussi de grande précarité dans lesquelles même un reste à charge modeste fera obstacle à l'objectif que l'on recherche. Il va falloir qu'on travaille ensemble, mais je ne suis pas inquiet là-dessus parce que déjà de très nombreuses collectivités territoriales aujourd'hui sont impliquées dans le financement de ce type d'opération et il faudra peut-être qu'on voit aussi comment on peut s'aligner sur ces questions de prise en charge résiduelle de reste à charge dans les cas les plus aigus. Et puis enfin, ça a été très bien dit par le préfet Roland Mouchel-Blaisot, l'environnement du logement, parce que là aussi c'est très bien d'investir sur le logement, d'investir sur l'habitat, mais très honnêtement, si le reste n'est pas mis en cohérence, si le reste ne suit pas, on passe là aussi à côté de la cible qu'on recherche. Je pense en particulier à l'espace public, je pense au réseau de transport collectif évidemment plus particulièrement, je pense de manière générale à tout ce qui fait l'urbanité, à tout ce qui fait l'urbanisme. Ça a été très bien dit par le préfet Mouchel-Blaisot. Et du coup, j'en viens un peu à ma conclusion pour vous dire que moi, j'ai la conviction que, d'une part, MaPrimeAdapt a évidemment besoin de vous. C'est un outil qu'on va mettre aussi à disposition de vos territoires. Je pense qu'il faut le voir comme ça. Mais je pense que MaPrimeAdapt a aussi besoin de s'inscrire dans vos dynamiques de projet, dans les dynamiques de projet de territoire. Je pense que c'est finalement le meilleur vecteur, le meilleur moteur sur lequel on peut encore miser pour atteindre les objectifs qui sont les autres. Et je conclurai en disant que dans ce cadre-là, moi j'ai un peu envie d'appeler aussi à la manifestation de votre intérêt, puisque je vous l'ai dit, on ouvre les concertations avec tous les acteurs que j'ai cités. Ça démarre dès la semaine prochaine. À ce titre-là, d'ailleurs, on va rencontrer très prochainement vos associations d'élus nationales, mais ça ne suffit pas. Il nous faut aussi des démarches de tests. On va tester un certain nombre de choses avec vous sur le terrain. Et là-dessus, je vous le dis sincèrement, nous sommes très ouverts aux bonnes volontés qui s'exprimeront, y compris dans cette salle. Mon équipe est présente ici, elle est au 4e rang. Je salue d'ailleurs Manon Huré, qui est la directrice de projet MaPrimeAdapt. Elle va passer une partie de la journée avec vous. N'hésitez pas à lui en parler avec son équipe. Mais on est très intéressés pour collecter dès aujourd'hui, pour identifier les quelques collectivités qui seraient intéressées pour, au cours de cette année qui vient, cette année qui nous reste, travailler
travailler avec nous pour tester un certain nombre d'éléments du parcours, pour tester un certain nombre d'hypothèses qu'on a formulées au plan national, s'assurer que ça peut marcher. Et si ce sujet vous intéresse, si vous voulez être un peu des précurseurs de MaPrimeAdapt avant même MaPrimeAdapt, n'hésitez pas à prendre contact avec mon équipe qui est présente aujourd'hui, parce que nous aussi, on a besoin de vous pour finalement faire les bons choix au cours des mois qui viennent. Voilà. Merci beaucoup. Je ne doute pas que l'appel sera entendu par les villes du réseau et que vous trouverez un écho favorable. En tout cas, ce sont de belles perspectives de travail pour l'année qui arrive. Pour recentrer un petit peu plus encore sur le domicile, Jean-Philippe Arnoux, vous êtes directeur Silver Economy et Accessibilité chez Saint-Gobain, alors spécialiste de l'aménagement du domicile. Quels sont pour vous les enjeux concrètement pour aller encore plus loin? Comment faire, comment mieux accompagner cette adaptation des logements? Bien, bonjour à toutes et tous. Alors déjà, un petit clin d'œil, mais c'est vrai que finalement, le titre de ces rencontres, Une vie de transition, résume finalement bien l'histoire de Saint-Gobain qui, depuis 1665, accompagne de grandes transitions dans la société et des transitions qui aujourd'hui se cristallisent sur, on va dire, l'habitat, les murs, les bâtiments. Alors on a tous en tête la transition énergétique. Malheureusement, on la ressent de façon un peu violente, déjà au niveau de notre portefeuille, et Saint-Gobain, depuis des décennies, travaille dessus. Et puis, quand je parle de cristallisation, évidemment, aujourd'hui, un bâtiment accompagne une vie et donc doit l'accompagner tout au long de sa vie, que ce soit pour les risques domestiques ou... J'aime pas parler de prévention de la perte d'autonomie, je préfère parler simplement de préservation de l'autonomie, quel que soit l'âge. Et aujourd'hui, on a finalement, les murs qui nous entourent, on n'y fait plus attention. Les fenêtres qui nous entourent, on n'y fait plus attention. Et pourtant, tout ça, c'est le plus petit dénominateur commun de notre sécurité, de notre confort, de notre bien-être. Saint-Gobain, pour résumer, si je devais résumer Saint-Gobain, une activité industrielle dans laquelle je place, je dirais, la recherche et développement, 3200 ingénieurs qui recherchent tous les jours des matériaux pour toujours optimiser et pousser à bout, je dirais, la performance des bâtiments sur tous les plans. Qui pousse aussi à développer de nouveaux outils d'évaluation des conforts dans le bâtiment pour pouvoir, avec des objets connectés à distance de façon non intrusive, évaluer des conforts tels que, évidemment, l'acoustique, la thermique, la qualité de l'éclairage naturel. On n'y fait pas assez attention chez soi. Mais c'est aussi un élément important du bien-être de la vie. On le voit notamment dans les établissements publics et les établissements recevant des personnes âgées. Et puis, demain, l'ergonomie globale et puis l'évolutivité du bâtiment. Donc ça, c'est la branche industrielle. Et puis Saint-Gobain en France, c'est également accompagner les acteurs du bâtiment, et là je parle des entreprises du bâtiment, à travers un réseau de distribution qui regroupe à peu près 500 000 entreprises qui fréquentent tous les jours l'un de nos 4000 points de vente. Et là, on parle des artisans du bâtiment, des entreprises de construction et de rénovation. Le sujet étant majoritairement sur la rénovation. On a une phrase partagée avec l'ANA notamment, que 80% des bâtiments du parc de 2050 est déjà construit. Donc en fait, il va falloir qu'on accompagne massivement les programmes de rénovation. Hier, on était avec le Club de l'amélioration de l'habitat sur la rénovation énergétique. Et évidemment qu'on est très impliqué depuis une quinzaine d'années sur cette transition démographique qui est finalement le pan très humain, beaucoup plus complexe, beaucoup plus social, je dirais, du bâtiment. Ça veut dire quoi? Quand par exemple, alors en dehors de contribuer en amont à MaPrimeAdapt avec la filière Silver Economy, c'est, je dirais aujourd'hui, accompagner les entreprises demain déjà à intégrer les nouveaux dispositifs et puis de le faire bien. Le faire bien, la première chose, c'est déjà en distribuant des matériaux professionnels où, par exemple, dans nos réseaux, on s'impose déjà des normes qui n'existent pas. Par exemple, des bacs de douche avec des indices de glissance supérieurs à ce qu'on demande déjà aujourd'hui. Donc on éradique, je dirais, des produits qui ne nous semblent pas correspondre, je dirais aujourd'hui, à ce qu'est par exemple une salle de bain sécurisée. C'est ensuite accompagner des entreprises, puisqu'elles fréquentent quasiment tous les jours, je dirais, nos collaborateurs, dans la connaissance des dispositifs, voire même dans la formation. Et on est en train de travailler sur des dispositifs de formation à distance, je dirais, sur c'est quoi finalement un domicile adapté. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le monde du bâtiment, en fait, travaille beaucoup autour de la norme. Et la seule norme qui existe aujourd'hui dans l'adaptation des logements, c'est le handicap.
alors que les besoins d'une personne âgée sont beaucoup plus des besoins de confort d'usage, très subtils, adaptés à la personne et non finalement à l'environnement d'un fauteuil roulant. Et c'est vraiment toute la subtilité qu'on va pouvoir apporter en donnant des clés d'implantation, de choix de matériaux, je dirais demain, et aussi et surtout de psychogérontologie et d'accompagnement des personnes âgées et de leur entourage, je dirais, pour finalement mener à bien une adaptation du logement et le faire surtout aussi le plus tôt possible, puisque aussi une des vertus demain de ces dispositifs de massification d'adaptation du logement est de contribuer, on va dire tout simplement, à faire baisser la mortalité dans le logement, baisser les dépenses de ce ministère dans les chutes qui sont à peu près évaluées à 2 milliards, et on va rajouter 1 milliard de rechutes, plus le coût humain surtout, pour effectivement faire que ce Home Sweet Home devienne vraiment un acteur majeur de la prévention, je dirais, du bien vivre des familles. Donc, effectivement, on accompagne des entreprises, on distribue des matériaux, on les crée même, hein, on innove tous les jours. On accompagne aussi des établissements recevant des personnes âgées. Et puis, quelques actions, parce qu'effectivement, pour mettre sur le marché ces matériaux, accompagner des entreprises, on pourrait faire bêtement de la publication. On a décidé, il y a 10-12 ans, finalement, d'investir lourdement et d'accompagner des projets de prévention. Je vais en citer quelques-uns. Notamment donc, le réseau des trucks de la prévention ou de la préservation de l'autonomie. Et je vais rendre à César, Pierre-Olivier là, ce qu'il y appartient. J'avais créé une enseigne laboratoire il y a une dizaine d'années qui s'appelait Vita Confort, qui voulait justement optimiser l'accompagnement des personnes âgées pour adapter leur logement, mais pas que, leur proposer des aides de confort, des aides techniques au quotidien, mais aussi et surtout beaucoup d'informations et d'orientation. C'était quasiment un centre local d'information et de coordination. D'ailleurs, sur Paris, on travaillait avec les clics de façon très étroite. Et puis, un petit bonhomme un jour rentre, et il s'appelait Pierre-Olivier Vélofer, il dit « Ah, c'est génial ton truc, si tu mettais tout ça dans un camion et que tu parcourais les routes, ça nous permettrait de bien avancer sur l'information des usagers. » Et c'est ce qui s'est produit un an après, en 2015, avec une structure que tout le monde connaît et qui est devenue un partenaire qui s'appelle Solidaire pour l'Habitat, le réseau Solia, un opérateur qui accompagne tous les jours des usagers pour l'adaptation, la transition énergétique et l'adaptation du logement. Et on a créé un premier, je dirais, centre ressources de prévention mobile, un premier camion, donc c'est un petit Renault Master, 10 mètres carrés. Et puis, on l'a testé avec l'aide des caisses de retraite donc de Nouvelle-Aquitaine, et il a été très rapidement saturé. Plus de 100 communes avaient réservé une animation autour du sujet. Et puis, il y en a eu un deuxième, un troisième. Aujourd'hui, on arrive à 14. Le 15e, bientôt, arrivera en Normandie. On vient de signer une convention avec Solia pour dire que finalement, on en avait fixé 10 et puis on ne va pas se fixer de limite. L'enjeu pour nous aujourd'hui est de couvrir le territoire. Donc je profite aussi de la tribune qui m'est donnée, CNSA, la Banque des Territoires, parce qu'on recherche des partenaires. On a certains départements pilotes, je pense à la Meurthe-et-Moselle, la Haute-Marne, qui ont eux-mêmes investi. Donc on a récupéré un vieux bibliobus et on les a réaménagés. Et l'intérêt pour nous, finalement, alors en dehors de montrer des matériaux, mais c'est finalement pas ça la finalité, c'est que ces camions, alors on coanime pour faire de l'adaptation, c'est les places de village, les marchés, les foires, tout ce qu'on veut. Là où finalement les gens ne nous attendent pas, là où on n'est pas dans le médico-social finalement, on n'est pas dans le trop tard, dans la perte d'autonomie, c'est de leur dire pour vous, mais aussi pour vos proches, parce qu'on touche énormément de jeunes seniors, voilà, peut-être ne faites pas aujourd'hui, mais vous saurez quoi faire, vous saurez vers qui vous adresser quand il y aura un besoin, peut-être pour votre vieille maman, et certainement pour vous demain. Donc une quinzaine, et puis nous, ces camions, en fait, finalement, en échange, Solia ou des acteurs, Meurthe-et-Moselle souvent nous prêtent ces camions pour faire de la formation pour les professionnels du bâtiment. Parce que finalement, eux, dans cette thématique de l'adaptation des logements, sont à peu près au même niveau de connaissance que les familles, c'est-à-dire rien. Donc en fait, eux aussi, il faut qu'on leur apprenne ces réflexes, alors en dehors de leur savoir-faire qui est de poser des matériaux, voilà, de s'engager sur des assurances décennales et ainsi de suite, c'est d'avoir les bons réflexes quand la personne, voilà, je détecte qu'elle n'a pas de ressources et vers qui l'orienter pour bénéficier des dispositifs publics. Deux autres petits exemples, on accompagne aussi, alors là, des vraies maisons, je pense à la maison Happy, alors habitat autonome pour la préservation de l'indépendance de la maison de la mairie d'Amiens.
où la bonne nouvelle, c'est que j'y suis après-demain, puisqu'on refuse du monde dans les ateliers, donc on est obligé d'agrandir, on a enfin eu l'accord, donc on attaque la deuxième tranche de travaux pour rajouter un étage finalement à cette maison de prévention. Mais je pense aussi à la maison d'Alia du Havre, on en a pareil des appartements à Saint-Quentin en Yvelines. L'idée, voilà, c'est de continuer à faire bénéficier, je dirais, ces espaces de prévention, ces démonstrateurs, là pour le coup vraiment physiques, au service des territoires, finalement de notre innovation et de notre façon de voir finalement cette adaptation du logement de la façon la moins stigmatisante possible, la plus évolutive possible et la plus, je dirais, préventive possible. Et puis dernière chose, je parle beaucoup des professionnels du bâtiment, se pose un problème à un moment donné de mise en relation entre des usagers qui ont finalement basculé dans leur idée de faire des travaux, qu'ils soient gros ou petits, et puis des professionnels, je dirais, qu'on estime qualifiés. Alors qualifiés de par déjà leur métier, des plombiers, des menuisiers, évidemment être à jour de leurs assurances, et leurs qualifications complémentaires. Et donc, comme c'est un parcours assez compliqué, on a décidé finalement d'essayer d'industrialiser ça aussi, à travers donc 2 structures, une qu'on a créée, une autre qu'on a rachetée. La première, la Maison Saint-Gobain, où l'idée, c'est effectivement, une personne va décrire un projet, on va l'aider je dirais, à préciser ce projet, et ensuite, si elle souhaite, et tout ça c'est gratuit pour elle, alors elle a énormément sur ses sites internet, je dirais, d'informations, y compris sur les dispositifs publics, de la mettre en relation sur des entreprises qu'on aura sélectionnées sur la base de critères. Si je prends par exemple l'adaptation des logements, nous ne souhaitons orienter que vers des professionnels qui ont l'un des labels reconnus, Handibat, Silverbat, les pros de l'accessibilité, les artisans accessibles d'Alsace, des artisans qui ont fait une démarche pour, je dirais, se former aux besoins fonctionnels dans le logement et qui connaissent déjà un embryon de l'écosystème, même si on sait qu'on a encore énormément de travail. Et puis la deuxième, et ça c'était un vieux projet qu'on avait avec la CNAV Normandie, je me rappelle la CARSAT Normandie, c'était de trouver des artisans pour des petites adaptations. Fixer une barre dans les toilettes, un siège dans une douche ou une main courante dans un couloir, parce qu'aujourd'hui vous ne les trouvez pas. Et donc c'est là où effectivement la puissance de Saint-Gobain permet de racheter une société qui s'appelle Les Bons Artisans, dont c'est le métier. Et donc aujourd'hui, où on est capable de forfaitiser des micro-travaux, on va dire, mais surtout d'avoir de la disponibilité de main-d'œuvre pour le faire. Donc voilà, je dirais effectivement tout ce que Saint-Gobain, je dirais, peut apporter. Donc c'est une très grosse structure que tout le monde connaît intuitivement, qui a commencé sa vie avec un logement, Versailles, et puis qui la poursuit vraiment ancrée sur les transitions dans l'habitat. Merci beaucoup Jean-Philippe. Merci à tous pour cette table ronde qui a été particulièrement riche. On est parti des territoires adaptés au vieillissement pour aller très très concrètement jusqu'aux artisans qui aident à adapter le logement. Je vais vous remercier. Voilà, vous pouvez regagner vos places. Et puis, je vais appeler la ville de Schellcher. Qui va nous présenter sa fiche, une fiche partage d'expérience. Vous les connaissez bien, vous en faites certainement beaucoup, et qui va nous présenter un projet d'habitage au sein de leur territoire. Bonjour mesdames, et merci beaucoup. Allez-y, je vous en prie. Bonjour à tous. Nous allons vous présenter donc, le projet de la ville de Schellcher, donc, en Martinique, en lien donc, avec une association de notre territoire, Mixage, qui est née donc, des constats donc, qui ont été présentés donc, avant nous sur un besoin du territoire, donc à plus de 90% de nos aînés de rester à domicile, sur une insuffisance donc, aussi de logements sur le territoire institutionnel. Donc, effectivement, nous sommes dépourvus d'infrastructures. Sur le territoire de la ville de Schellcher, on a donc un nombre de logements vacants conséquent,
mais aussi de très grands logements. Donc, c'est une des particularités de la ville, donc d'avoir construit dans les années 70 donc, des logements de plus de 100 mètres carrés donc, par un certain nombre de propriétaires. Nous avons donc dans la liste des demandes de logement du territoire un certain nombre de demandes de colocation ou d'accompagnement des seniors, donc à des hébergements autres que ceux donc, institutionnalisés, froids, mais aussi donc, une volonté de vouloir vieillir autrement et si possible à domicile. Et une des particularités aussi de ce projet, c'est que sur le territoire de la ville de Schœlcher, nous accueillons donc un campus universitaire, donc avec un fort intérêt, donc en tout cas pour nous, de pouvoir mailler l'intergénérationnel sur le territoire. À cet effet, donc en lien avec l'association donc Mixage, nous avons réfléchi à un projet de domicile partagé, donc sous un principe de colocation assistée dans des maisons individuelles traditionnelles pour lesquelles il y a une adaptation des besoins à prendre en compte, que ce soit les besoins donc, des personnes âgées, des seniors elles-mêmes, puisque c'est un autre mode d'habiter. Donc il faut effectivement les accompagner à cette nouvelle orientation, mais aussi donc, au niveau des professionnels, donc la nécessité aussi de pouvoir travailler avec eux sur ce projet d'habitat alternatif. Tout ça dans un souci, puisque nous sommes le territoire, donc la Martinique est le territoire donc, parmi les territoires les plus âgés donc, de France depuis 2 ans. Et d'ici 8 ans, nous allons atteindre donc, un plafond, un pilier, hein, donc, puisque la génération papy-boom, nous allons donc effectivement devoir créer et repenser donc, le monde d'habitat sur ce territoire-là. Donc sur la question de l'opportunité, donc, sur le volet donc, relatif à Mixage, je laisse Mme Lebon donc, effectivement présenter l'association et le dispositif. Merci, bonjour à tous. Donc, je suis Muriel Lebon, présidente de l'association des missions citoyennes et solidaires en faveur des âges. Donc, l'abréviation, c'est Mixage. Donc, notre association est volontairement tournée vers les dispositifs structurants et innovants sur notre territoire. Comme l'a dit Mme Eloga, nous sommes un territoire vieux, avec beaucoup de personnes âgées, et nous estimons que nous pouvons être un territoire d'expérimentation. Et donc, dès 2018, nous avons lancé l'expérimentation de colocation assistée. Alors, on était comme M. Jourdain, on faisait de l'habitat inclusif sans savoir. Ça s'appelle, nous appelons ça colocation assistée. Et DOPTAVI, domicile partagé, traditionnel, à vocation intergénérationnelle. Donc, nous avons donc été financés par l'ARS au titre du forfait habitat inclusif. Donc, nous avons lancé le premier. Nous avons donc un retour d'expérience par rapport à ce logement qui nous a incité donc à continuer. Et aujourd'hui, que la conférence des financeurs pour l'habitat inclusif est installée. Donc nous avons été, agréés pour essaimer sur le territoire un certain nombre de logements, notamment sur le territoire centre, et en particulier avec la ville de Schœlcher, avec lesquels nous avons un partenariat fort. Au-delà de la partie habitat, nous avons un partenariat très fort avec la ville de Schœlcher sur la question même de l'accompagnement des personnes âgées à domicile et quelle qualité de vie nous proposons à nos personnes âgées. Donc on parle de maintien à domicile depuis de longues années. Et j'aime bien parapher une présidente d'association de personnes en situation de handicap. Elle dit « nous sommes détenus à domicile ». Je trouve que c'est assez bien dit. Si les dispositifs, si les services ne sont pas faits de manière à ce que les personnes qui vivent à domicile puissent en bénéficier, je veux dire, le maintien à domicile chez nous, en particulier dans notre département, peut être difficile. Donc l'idée de l'habitat partagé, donc elle est venue de cette idée forte de pouvoir permettre à des personnes de trouver des solutions alternatives à l'hébergement que sont les EHPAD et autres structures. Et donc nous avons lancé cette expérimentation en 2018 et nous allons vous présenter un film dont les personnes elles-mêmes vont vous parler de ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles vivent au sein du domicile partagé. Merci beaucoup. Je m'appelle Madame Note Félicité, née le 10 juillet 1926. Oui, on prend soin de nous. Oui, on n'est pas tellement d'une vieillesse à ne pas pouvoir faire certaines choses.
Alors, donc, il faut aider aussi l'association. Ah oui, j'ai passé de bons moments. Je suis Madame Louan-Christine Anit, j'ai 85 ans, je suis malvoyante et je suis venue ici là par rapport à ma fille parce que c'était un peu dur de concilier sur sa vie et moi. La journée on est ensemble, on discute et le soir chacun retrouve sa tanière pour rentrer dans son petit coin et le lendemain matin moi je suis toujours gaie. Ça annonce nos nerveux. Depuis 20 à 40, on fait 6 histoires. 20 à 40. Histoire nous doit prendre. Alors c'est ma sœur. Ma sœur qui vient ici parce qu'ils viennent faire de la gym ici. Et puis elle m'a donné l'adresse. Elle m'a d'aller ici quand j'étais seule chez moi. Elle m'a conseillé de venir ici. Ah oui, ici c'est bien. Il n'y a pas trop de personnes. J'aime bien. Je ne regrette pas encore. Oui, tout. Je suis ici. Je n'ai pas d'endroit où aller encore. Alors, j'avais une maison que je louais. J'ai tout abandonné. Et puis je suis venue habiter ici. Bonjour, je m'appelle Madame Rotou Ghislaine. Je suis aide ménagère à mixage. Je m'occupe des 3 personnes âgées. Je suis là pour leur bien-être. Le matin, je commence à 11h et je termine à 1h. Et l'après-midi, le soir, je commence à 5h30 pour 6h30. Je m'appelle Calix Claudine. Oui, je trouve que c'est essentiel et que c'est bien parce que ma mère, elle habitait à Trinel. Il y avait 63 marches à monter. Pour moi et pour elle, c'était très difficile. Et moi, je trouve qu'ici, mixage, elle est bien, c'est plat, on peut venir en voiture. Et puis, et pour moi, c'est une sécurité quand même, puisque j'habite en métropole et je ne peux pas venir. Je la trouve très bien ici, quoi. Bonjour, Charlotte Bounani, gouvernante en EHPAD et en hôtel. 10 ans en EHPAD et 14, on va dire plutôt 20 ans en hôtel. Voilà. Donc, j'ai intégré ce domaine-là, en fait, pas très longtemps, on va dire, il y a 6 mois. Il y a 6 mois. Donc, je suis la coordinatrice. Voilà. Donc, j'assure avec les locataires les gestions de la vie courante, l'aide administrative, le soutien nécessaire en fait. Ouais. Vous avez le séjour. Le séjour, avec, on va dire, avec l'aide à domicile, nous préparons le repas, nous assistons des pensionnaires au repas. Voilà, la piste de repas, on va dire, hein, à la piste de repas. Je les aide aussi, je ne vais pas dire à faire leur chambre, hein. Je ne vais pas dire à faire leur chambre, mais on fait à la décoration, voilà, la décoration, bon, pour faire le lit, elles s'organisent elles-mêmes, il n'y a pas de souci sur ça. Nous avons la cuisine. Donc là, on va dire, je ne dirais pas la cuisine, mais on fait l'aide à domicile, là, au four. Voilà, donc je lui prépare les menus. C'est elle qui s'occupe de l'achat des victuailles, on va dire ça. Notre EHPAD s'occupe de l'entretien et tout ça. Elle s'occupe de l'entretien, donc ici on va dire que ça fonctionne comme un petit école. Je suis très contente de les aider, voilà. Ma gouvernante, ma toutoune, mais oui, elle me cajole tellement. Alors, comment voulez-vous ne pas être contente d'elle? Mais oui, même quand elle est chez elle, elle m'appelle pour me demander de mes nouvelles. Oui. Un week-end, comment ça va? Comment ne pas être contente d'elle? Très heureuse. Et ça me fait chaud au cœur parce que quand elle m'appelle, alors comment ça va? Je dis alors ça va. Mais comme je suis une petite coquine, je dis ajoute toujours quelque chose. Mais je l'aime bien. Et puis elle prend bien soin de moi. C'est mes yeux qui ne veulent pas aller là où je veux.
Voilà, donc en fait, je fais aussi les démarches administratives et je les accompagne aussi. Voilà, dans les bureaux, chez les médecins, et voilà. Muriel Lebon, donc présidente de l'association des missions citoyennes et solidaires en faveur des sages, Mixage. Donc Mixage, qui est une association qui a été créée en 2015 par des personnes du secteur social et médico-social professionnel, désireuses d'apporter leur contribution à l'amélioration de l'accompagnement des personnes âgées à domicile. Mixage développe un certain nombre de dispositifs, mobilage, santé, etc. Et notamment d'Optavie, qui est un dispositif de colocation assistée, le premier en Martinique, et qui a été conçu dans le cadre de l'agrément d'intermédiation locative et d'ingénierie financière que disposait Mixage. Donc, une maison familiale, avec offrant des caractéristiques intéressantes, plein pied, etc. Nous avons donc accueilli des personnes âgées et qui leur permettant ainsi de lutter contre la précarisation, l'isolement, et surtout, cette colocation peut être faite avec un jeune. Donc, pour nous, D'Optavie est une solution alternative de logement qui offre aux personnes âgées la possibilité de vivre, de continuer à rester dans leur territoire de vie, de continuer à vivre à domicile, comme à domicile, tout en bénéficiant de services mutualisés, aide ménagère, infirmière, et de bénéficier d'une animation sociale au sein du D'Optavie, mais aussi des activités que propose l'association plus généralement. Nous pensons donc développer ce type de structure dans le cadre de l'habitat inclusif, puisqu'aujourd'hui nous avons un deuxième logement qui va s'ouvrir sur Dillon, et nous espérons pouvoir compter sur des aides financières, puisque nous n'en avons pas eu jusqu'à maintenant, pour nous permettre de maintenir cette qualité de vie que nous souhaitons proposer aux personnes âgées dans cette structure. Donc voilà, D'Optavie pourrait être effectivement déployé sur tout le territoire, et Mixage se propose d'accompagner les personnes qui souhaiteraient développer ce concept à la Martinique, parce que pour nous, il nous semble que c'est une réponse qui est adaptée à notre territoire, qui a un visage humain et qui permet effectivement, notamment, nous l'avons vu lors de la crise sanitaire, d'éviter que les personnes âgées se retrouvent seules, se retrouvent en situation d'isolement ou de difficulté de vie, parce qu'elles ont autour d'elles un accompagnement médico-social. Merci. Merci d'être venu pour nous avoir présenté ce beau projet de colocation. Et avant de prendre une pause, parce que nous arrivons à l'heure de la pause, et je sais que le timing est important pour le réseau. Voilà, je tiens à le souligner. Je vois le délégué général qui acquiesce. Je vous propose de profiter de la présence de tous nos intervenants de ce matin, peut-être pour leur poser vos questions en 5 minutes, voilà, sur les différentes interventions, les différents dispositifs, les différentes propositions de travail aussi pour l'année qui arrive. Si vous avez des questions à leur poser, voilà, c'est le moment. Vous avez 2 personnes qui vont passer parmi vous avec un micro. Je vous laisse lever la main si vous souhaitez prendre la parole. Alors, on va commencer par la tribune, qui est une question pour la CNSA. Je crois que ce que nous, aujourd'hui, donc, depuis le film, donc, nous avons ouvert d'autres logements, et donc nous sommes aujourd'hui sur 4 logements. Notre préoccupation, ce sera la formation des personnes qui interviennent dans ce type d'habitat, de ce type de structure, puisqu'on sait aujourd'hui que c'est une nouvelle manière de vivre, ce n'est pas un EHPAD, mais c'est aujourd'hui comment accompagner ces professionnels qui vont intervenir auprès des personnes qui habitent dans un habitat partagé. C'est comment la CNSA pourra effectivement, je sais que sur la question de la formation, la CNSA est très au fait, et voir comment de prendre en compte en tout cas cette dimension aujourd'hui de la formation des personnes, de tous les professionnels qui vont effectivement tant intervenir au niveau des domiciles partagés. Alors, je cherche. C'est une bonne question. Mais alors, j'ai envie de dire, oui, je ne pourrais pas vous donner des réponses bien concrètes.
Ce qui concerne en fait la formation, parce qu'il y a plusieurs choses dans la formation des intervenants dans ce type d'habitat. Il y a des intervenants médico-sociaux pour l'accompagnement médico-social, l'accompagnement individuel médico-social. Et là, j'ai envie de dire, voilà, ce sont les vecteurs, les modalités qui existent aujourd'hui de formation. En revanche, il y a un certain nombre d'éléments à voir et à travailler qui concernent plutôt l'organisation. Comment fait-on pour organiser ces services, les plannings des professionnels qui interviennent dans un tel habitat, puisque c'est un peu différent, on en a bien conscience, d'intervenir dans un habitat dans lequel vivent plusieurs personnes que chez Pierre, Paul, Bernadette, qui vivent chacun chez eux et à des kilomètres de distance. Mais il y a ce pan-là, mais ensuite, il y a un autre pan qui est à voir, et là, c'est absolument pas sur le médico-social, c'est la formation de cet animateur de la vie sociale et partagée. Ça n'est absolument pas du médico-social. C'est en cours, on travaille, on réfléchit à tout ça. On proposera on y va phase par phase aussi, hein, étape par étape. On fait déjà un certain nombre de choses en parallèle, mais on a bien sûr ça en ligne de mire de travailler sur cet aspect-là, la formation de ces professionnels qui ne sont pas alors ça peut être des professionnels de formation de base médico-sociale, conseillère économique, sociale et familiale par exemple, mais ce n'est pas un accompagnement, on ne fait pas de l'accompagnement. On met en œuvre le vivre ensemble et ça, ce sont des pratiques un peu différentes. Il nous faut un peu tous encore travailler là-dessus et développer une autre culture en lien avec cet habitat qui n'est pas du médico-social. Voilà. Et faisons en sorte que ça reste un signe, que ce ne soit pas du médico-social. Voilà, on en a conscience. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, madame? Oui. Oui, bonjour, Marion Tagneau de France Urbaine. Merci pour la qualité des échanges. J'avais une interrogation sur... je n'ai pas forcément orienté la question, donc je ne sais pas qui va pouvoir répondre, mais sur le regard que portent les intervenants, sur la pérennité économique de ces modèles collectifs qu'on voit émerger. Ils sont de plusieurs natures. On a bien vu l'habitat inclusif d'une part. On a également la question des résidences autonomie, avec cet enjeu de comment on finance ces structures, indépendamment des enjeux d'investissement qui sont portés aussi par la CNSA, mais également dans d'autres domaines, la question des résidences-services, ou encore de la façon dont l'habitat social peut se saisir de l'adaptation de ce propre parc en essayant d'agréger à la fois la dimension logement et services. Ce sont de nombreux modèles économiques, des modèles différents. Comment avoir un regard un peu coordonné sur ces dépenses de fonctionnement à venir et qui les prendra en charge? Qui a envie de répondre? Monsieur Roland? Peut-être vous dire que il y a cette, je ne sais pas qui a posé la question, je suis désolé. Merci. Évidemment, cette préoccupation, elle est forte. On a bien conscience que il va y avoir différents montages. Comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de sur-mesure, donc il faut qu'on y voit un peu clair. Il y a un travail qui est en cours, qui est d'ailleurs, je crois, qui est mené par la DGCS avec différents partenaires, porteurs de projets. Je sais que le réseau APA, que j'évoquais tout à l'heure, qui est partenaire donc d'API, est associé. Il y a tout un travail qui est en cours pour essayer de catégoriser un peu, effectivement, quand on a des vraiment petites unités, la difficulté effectivement d'arriver à un montage assez pérenne, comme le cas qui a été évoqué tout à l'heure pour la Martinique, effectivement, où on a trois résidents, et donc il faut arriver à sortir des coûts acceptables pour la population, même si ce qu'a dit Tiffany tout à l'heure, effectivement, avec l'aide à la vie partagée, ça y contribue fortement. Voilà. Et puis il y a effectivement le logement social qui, de plus en plus, travaille sur ces sujets, parce que sur les territoires détendus, on voit bien qu'il y a une réponse à apporter.
En revanche, j'évoquais dans mon propos qu'il y avait des obstacles à lever, des freins à lever, et notamment c'est le problème, notamment pour les bailleurs sociaux, de la récupération des charges, hein, puisque ça c'est pas autorisé par la réglementation actuelle. Donc voilà, il y a tout ce travail qui se fait en parallèle, mais on voit bien que de toute façon, plus ça va se développer, plus les freins vont être très saillants et devront être traités donc, avec des réponses idoines. Mais oui, il y a un travail qui est fait aujourd'hui, mais il n'y a pas tellement encore d'avancées suffisamment certaines pour que je puisse vous en parler davantage. Merci, Monsieur Roland. Monsieur le Préfet, vous voulez apporter un complément? Non, mais c'est une vraie question. D'ailleurs, il y a beaucoup d'autres modèles. On n'a pas parlé des pensions de famille, du béguinage, etc. Enfin bref, moi, ce que je trouve est peut-être une des meilleures réponses en m'associant bien sûr à celle qui vient d'être faite par le représentant de la Caisse des dépôts, c'est que il faut laisser beaucoup plus de place à l'expérimentation, à l'innovation. Et moi, je suis quand même frappé, d'ailleurs, je n'ai pas eu le temps de les présenter, mais il y a énormément de choses et qui ne sont pas forcément les dispositifs les plus coûteux. Hein. Mais peut-être ayons dans nos législations, nos réglementations, un peu plus de souplesse, un peu plus de fonds d'intervention pour les innovations, etc., etc. Donc, j'en profite d'ailleurs pour dire à nos amis martiniquaises que dans le cadre du rapport que j'ai remis au gouvernement cet été sur la prolongation du programme, une des propositions que j'ai faites, j'en ai parlé aussi à Laurent Bresson, je l'ai dit au maire du Lamentin, qui est intervenu d'ailleurs dans une rencontre des maires Action Cœur de Ville sur le thème de la transition démographique, c'est que nous avons en Martinique, et notamment dans la même agglomération Fort-de-France, le Lamentin, et j'ai proposé, au risque de faire des jaloux en métropole, qu'on pourrait expérimenter dans ce territoire, et ce serait un autre apport de nos compatriotes d'outre-mer à un enjeu national extrêmement important, l'adaptation du territoire au vieillissement, bien sûr, et en s'inspirant de très belles initiatives que vous avez prises. Donc voilà, donc, je pense que c'est effectivement par cette succession d'innovation, d'expérimentation, du micro-projet jusqu'à une vision du territoire qu'on pourra trouver les solutions, y compris économiques. On sait que certains modèles, beaucoup de gens ne peuvent pas y accéder, mais il y a en tout cas beaucoup d'autres réponses. Et peut-être aussi, c'est un peu comme pour la nature, artificialiser un 20 km, la construction coûtera moins cher que de rénover la ville sur la ville, etc. Mais par contre, on n'a pas inclus les externalités qui coûtent à la société, les réseaux, les transports, les services apportés très loin. Eh bien, je pense que c'est un peu dans ce même domaine. Je pense que d'ailleurs, ça a été dit très bien par plusieurs intervenants ce matin, en incluant la prévention, ça coûtera beaucoup moins cher à notre société. Merci beaucoup. Merci. Écoutez, je vous propose sur ces mots de clôturer notre première séquence et puis de nous retrouver d'ici une vingtaine de minutes à 11h30 pour la suite du programme.